mondial. Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues, chères étudiantes et étudiants. Nous sommes très ravis aujourd'hui de recevoir parmi nous notre cher invité, professeur Younes Zkari, qui nous honore par sa présence pour présenter une conférence sur le sujet Crise, résilience et souveraineté, l'Afrique face aux convoitises mondiales. Donc, cette conférence est organisée dans le cadre du cycle de conférences du Moroccan Institute for the Global South. Et pour vous rappeler, professeur Zakari, il est professeur de l'enseignement supérieur en droit public de l'Université Mohammed V de Rabat, justement à l'Institut universitaire des études africaines, euroméditerranéennes et ibéro-américaines. Professeur Zakari est docteur en droit public, Université Paris-Nanterre. Il a eu un master en management international du Centre d'études de commerce extérieur, Centre supérieur des transports internationaux à Marseille. Puis il a eu aussi un DEA en droit international public de l'Université Nancy 2 à Nancy. Professeur Zakari est aujourd'hui enseignant à l'Université Mohammed V. Il est auteur de plusieurs articles et de nombreux ouvrages. Parmi ces ouvrages, on peut citer La COVID-19 en Afrique, regard croisé, essai d'une analyse pluridisciplinaire, édité par l'Harmattan en 2022. Puis L'Afrique et puissance dans un contexte de risque, crise et remise en cause de la coopération internationale en collaboration avec le professeur Shkondi. Cette publication a été éditée par l'Université Mohammed V de Rabat en 2025. Par ailleurs, ces enseignements et ces axes de recherche portent entre le droit international des investissements, la place de l'Afrique dans les relations internationales contemporaines, la géopolitique mondiale et la politique étrangère du Maroc. Professeur Zakari, à vous la parole. Salam alaikum. Merci, cher collègue professeur Samar. Donc, permettez-moi donc, avant de commencer, de saisir l'occasion pour remercier l'Institut marocain pour le Sud global pour cette honorable invitation. Et mes remerciements vont en particulier à mon collègue Selbo Chiri et aussi ma chère collègue Madame Lamia. Euh, Comme vous le savez, donc, l'Afrique est un continent qui suscite un intérêt donc, particulier depuis plusieurs donc, décennies. Son attractivité, donc, elle est palpable. Et dans ce sens, euh, dans ce sens, on constate bien entendu que plusieurs États africains ont conclu plusieurs contrats et conventions avec les différentes puissances internationales. Et cela pour dire que réellement, l'Afrique donc attire et séduit à plusieurs donc, niveaux. Euh, L'attractivité donc de l'Afrique, donc à titre de rappel, donc il est visible, il est donc encore une fois donc palpable, et cela se manifeste bien entendu à travers donc les ressources naturelles donc de l'Afrique, donc du continent, sa superficie de son marché et encore donc sa croissance à deux chiffres que nous avons donc constaté donc tout récemment. Toutefois, on peut dire aussi que malgré donc les efforts donc déployés par l'Afrique au pluriel, c'est-à-dire les États, les CER et l'Union africaine, le bilan demeure mitigé. On a encore certaines défaillances structurelles et institutionnelles, des crises sécuritaires, des défaillances sur le plan économique. À ces régions IUCR. C'est-à-dire que on ne peut pas mettre, bien sûr, tous les États, au même pied d'égalité, mais juste pour dire encore une fois
que le poids donc, des États africains, il est réellement donc, déséquilibré. Mais les avancées, bien entendu, encore une fois réalisées à l'échelle continentale, et cela aussi, il peut être illustré à plusieurs échelles. On peut dire encore que l'Afrique donc atteste réellement une vulnérabilité devant différentes crises. Le cas de la crise d'Ebola, à titre d'exemple, en Afrique de l'Ouest. Par la suite, en 2008, la crise du subprime. Et par la suite, donc, la crise donc, de Covid-19. Cela pour dire que l'Afrique, au fur et à mesure, s'efforce pour faire à différentes crises conjoncturelles qui s'ajoutent bien sûr à sa vulnérabilité qui a pu, je veux dire, avoir ou consolider au fur et à mesure. Donc, dans ce contexte que je viens de présenter, de crise au pluriel, doublé par une souveraineté inachevée à l'échelle continentale, on va essayer, on va tenter dans le cadre de cette présentation d'interpeller la fiabilité donc, de l'État en Afrique, les institutions publiques et encore donc, les politiques publiques en Afrique. Ainsi, on va tenter dans un premier temps de zoomer, de présenter la vulnérabilité donc, de l'Afrique et son enquête de stabilité et de développement pour ensuite mettre en exergue la convoitise de l'Afrique qui présente à notre yeux une opportunité donc pour l'Afrique et pour le continent. Donc, sans tarder, je vais essayer dans un premier temps, comme je viens de préciser, de présenter cette transformation, cette évolution donc, de l'Afrique depuis l'indépendance pour mettre en exergue les limites et les faiblesses que le continent, que les États africains ont dû accumuler et que les conséquences, bien sûr, de ce cumul de retard et de défaillance a constitué réellement un frein, une entrave, je veux dire, au développement pour l'Afrique, pour ensuite présenter cette convoitise donc de l'Afrique comme une opportunité prometteuse pour l'Afrique, d'accord, afin de tourner graduellement cette page, je veux dire, de vulnérabilité. Donc, encore pour saisir l'état actuel donc, de l'Afrique, je veux dire à la date d'aujourd'hui, et pour saisir encore sa vulnérabilité, il est nécessaire donc de revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire quelques décennies, et précisément lors de la colonisation et lors de la décolonisation donc, de l'Afrique. L'indépendance de l'Afrique, comme vous le savez, a été une opération donc délicate. Sans revenir, bien sûr, à cette phase, étape noire dans l'histoire de l'Afrique, on peut dire que cette colonisation a eu des conséquences néfastes sur l'Afrique. D'une manière rapide, cette colonisation a œuvré pour renforcer la négation des entités culturelles africaines, a œuvré pour consolider le rejet des croyances religieuses africaines, a renforcé la souffrance des Africains en rejetant leurs valeurs africaines, et encore a œuvré pour la négation des traditions et coutumes de l'Afrique. Cela pour dire que, dans une partie, la colonisation a renforcé la négation de toute l'histoire africaine, et cela, bien sûr, a, comme on va le voir, a contribué au fur et à mesure, je veux dire, à éparpiller donc l'Afrique. À la religion, bien sûr, on peut ajouter l'imposition donc, de nouvelles techniques de communication. On parle bien sûr de la langue anglaise, française, qui sont jusqu'à la date d'aujourd'hui répandue et langue courante dans plusieurs pays africains, et auquel on ajoute encore donc, la formation donc, des élites africaines qui ont pris la relève donc, par la suite, c'est-à-dire après la fin de la colonisation. Dans les années 60, et après donc, la vague de l'indépendance des États africains,
on aurait pensé que l'Afrique a tourné cette page donc de la colonisation. Or, elle est euh, constatée, je veux dire avec frustration, que euh, cette indépendance réellement était inachevée. Et donc, ce constat, on va dire, il est réellement donc amer et frustrant. Pire encore, donc les États africains, après leur indépendance, sont devenus plus dépendants donc aux puissances étrangères, et cela à plusieurs niveaux et à plusieurs titres. Sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan stratégique, sur le plan des renseignements, ainsi de suite. Et là, je donne à titre d'exemple cette dépendance de l'Union africaine, d'accord, de l'aide étrangère ou pour ses contributions financières, à titre d'exemple, pour l'Union, son dépendance à l'Union européenne, d'accord. On ajoute encore cette dépendance des pays africains pour le règlement, la résolution donc des conflits, aussi à l'intervention donc étrangère. Parfois à titre unilatéral, le cas de la France en Côte d'Ivoire, parfois multilatéral, le cas de l'ONU, et parfois le cas plurilatéral de l'Union européenne. Juste pour dire que l'Afrique n'est pas réellement autonome, indépendante pour régler, pour résoudre ces problèmes donc internes, auxquels on peut ajouter bien sûr d'autres problèmes liés à la dépendance à l'aide publique internationale. Donc cela pour dire que malgré cette indépendance, que nous venons de dire qu'elle est inachevée, d'accord, l'Afrique n'est pas réellement debout au sens propre du terme, c'est-à-dire que réellement sa souveraineté, que ce soit économique, alimentaire ou encore numérique, n'est pas au rendez-vous. L'Afrique donc dépend encore à d'autres puissances donc étrangères. Et cela encore nous oblige à s'interroger sur le vrai sens de cette indépendance que les pays africains ont pu avoir depuis les années 60. On peut dire que plus que les relations entre les États africains et les puissances traditionnelles, c'est-à-dire l'ancien colonisateur, a dû être renforcée au fur et à mesure. Autrement dit, cette relation a pris une nouvelle dimension et que l'ancien colonisateur au pluriel, que ce soit la Belgique, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, d'accord, a pu rapidement rétablir ses rapports avec ses anciens colonisateurs et par la suite, ces anciens colonisateurs ont réussi à sauvegarder leurs intérêts et leur influence. Autrement dit, pendant les années 60 et les années 70, on peut dire qu'on s'est trouvé devant la naissance d'une nouvelle relation donc, de coopération, d'accord? Et que les États africains nouvellement indépendants à cette époque se sont trouvés dans le cadre des relations de substitution à la colonisation. Autrement dit, la colonisation, entre guillemets, elle est achevée, elle est terminée dans un contexte particulier, comme vous le savez, contexte de la naissance des Nations Unies, le pacte de San Francisco de 1945, plusieurs déclarations d'accord, qui œuvrent pour l'indépendance donc, des États, auxquels on ajoute cette lutte aussi, ce combat donc, des États africains pour avoir leur indépendance. Mais au fur et à mesure, on se trouve, comme je viens de dire, devant un changement, si vous voulez, donc du jeu. On n'est plus colonisé, d'accord, mais cette colonisation est substituée et remplacée, je veux dire, par des instruments, par des moyens qu'on peut qualifier de moyens sophistiqués. Et ces moyens, encore une fois, visent la protection, la promotion donc, des intérêts donc, de ces puissances euh, classiques, occidentales. Et dans ce cadre, à titre de rappel, un dispositif juridique et institutionnel a été mis en place, bien sûr, pour sauvegarder les intérêts donc, de ces États. Le dispositif juridique, rapidement, repose sur des instruments juridiques, des conventions, qui ont couvert plusieurs domaines, économiques, militaires, formation, ainsi de suite, et un cadre institutionnel, d'accord, qui s'est reposé sur des comités, sur des commissions, d'accord,
entre l'ancien colonisateur et les pays africains. Et bien sûr, ce dispositif institutionnel et juridique a œuvré pour protéger encore une fois les intérêts de l'ancien colonisateur. Cela pour dire que l'Afrique s'est trouvée devant un cercle donc vicieux. Il sort donc de la colonisation pour qu'il se trouve un petit peu en prisonnière plutôt, donc de ses alliés à travers des instruments juridiques et institutionnels. Après, on comprend bien sûr la nature donc de ces régimes politiques qui ont régné en Afrique et qui, à certaines époques, ont été d'une manière générale des régimes donc autoritaires. Donc ces régimes autoritaires aussi, par la suite, qui ont succédé en Afrique, donc plusieurs États ont favorisé donc les intérêts des puissances donc traditionnelles. C'est-à-dire que ces régimes autoritaires ont pu s'imposer euh, en Afrique grâce à la bénédiction, bien sûr, donc de l'ancien colonisateur. Et en contrepartie, ces régimes autoritaires, encore une fois, ont essayé donc d'imposer leur ordre, d'accord, pour que, je veux dire, la population africaine ne se révolte pas, d'accord, et ne s'oppose pas encore à ces intérêts des pays étrangers. Encore pendant cette phase aussi des années 70-80, où ces régimes autoritaires, on va dire, ont régné en Afrique, la situation réellement n'a guère changé. Parce que ces régimes autoritaires, on peut les considérer comme des pions, d'accord, qui ont travaillé au service donc des agendas étrangers. Là encore, donc, ces puissances traditionnelles, on peut dire, ont profité de ce contexte changeant en vue de renforcer leurs intérêts en Afrique. D'une part, ces puissances occidentales ont profité donc de la fin des années 90 et la chute du mur de Berlin et le triomphe, je veux dire, de l'idéologie occidentale pour imposer, favoriser leurs règles de jeu, d'accord, notamment à l'égard donc des pays africains. D'autre part, ces pays ont profité de ces contestations internes, donc des pays africains, face à ces régimes autoritaires que je viens de soulever, pour imposer aux États africains, on va dire, sorte de modèle, entre guillemets, euh, de gouvernance démocratique, d'accord, d'état de droit, mais qui réellement ne traduit que la vision, la perception de ces pays occidentaux, d'accord, de la gestion des affaires publiques. Autrement dit, ce modèle de gouvernance imposé, proposé aux États africains, il était calqué sur le modèle européen. À titre de rappel, ce modèle qui a été véhiculé dans les années 90, les années 2000, il s'est reposé sur la conditionnalité, d'accord, démocratique, et c'est un modèle, on va dire, que nous avons rencontré dans les discours des bailleurs de fonds, le cas de la Banque mondiale, Fonds monétaire international, et bien sûr, on comprend que ces bailleurs donc, de fonds servent bien sûr les intérêts donc, de ces pays occidentaux. Dès lors, bien sûr, on passe à une autre phase, d'accord, dans l'histoire africaine, c'est-à-dire on se trouve devant une nouvelle forme d'ingérence dans les affaires internes des États africains. C'est-à-dire, avant, on a parlé de ces accords, de ces conventions, n'est-ce pas? D'accord? Qui ont permis aux États occidentaux de dominer, d'avoir la main mise sur ces États africains. Par la suite, c'est à travers, bien sûr, ces slogans d'État de droit, l'État démocratique, que les pays occidentaux ont dû s'imposer à l'échelle continentale en passant par ce que nous appelons donc l'ingérence démocratique. Autrement dit, que ces États, donc, à travers donc, des rapports de différentes organisations à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, d'accord, pouvaient intervenir, d'accord,
à titre d'exemple, dans le cadre du sommet France-Afrique de la Boule, à l'époque donc du François Mitterrand. Euh, cette domination donc de l'Afrique par les puissances donc occidentales, comme on vient de le constater, donc il est visible, donc il est palpable. Donc du contrôle politique donc des États et des institutions africaines, on passe par la corruption donc des élites, comme j'ai soulevé donc tout à l'heure, à travers ces régimes autoritaires, et ensuite par l'imposition donc de modèles et régimes politiques aux 10 États. Donc autrement dit que les États africains se sont trouvés depuis leur indépendance encerclés, d'accord, par plusieurs garde-fous, d'accord, qui ont été imposés par l'Occident et qui, encore une fois, arrêtaient, je veux dire, toute force positive à l'échelle continentale. Dans ce contexte, on comprend encore et davantage la fragilité et la vulnérabilité donc, de l'Afrique pour faire face aux différents défis. Autrement dit, on comprend que réellement l'Afrique n'avait pas son destin entre ses propres mains. Donc il est guidé, d'accord, par de trop puissances externes. Et cela a encore été, on va dire, visible lors de la Covid, de la crise sanitaire de la Covid-19. Donc, sans entrer dans les détails donc, de cette crise, donc, le discours qui était véhiculé, c'est que l'Afrique sera incapable, d'accord, de gérer cette crise sanitaire pour différentes considérations que nous savons tous. C'est des faillances en termes des politiques publiques, notamment en matière donc, de santé, son manquement donc, de moyens, ainsi de suite. Et effectivement, donc, les défaillances ou les difficultés que l'Afrique a dû rencontrer lors de la gestion donc, de la COVID-19 traduisent aussi donc, ces limites qu'on rencontre ou ces entraves auxquelles l'Afrique devra donc faire face. Donc, de ce qui précède, nous pouvons dire qu'une partie de la faiblesse et de la vulnérabilité donc, de l'Afrique s'explique par la nature de ses rapports avec les puissances traditionnelles. C'est ça pourquoi plusieurs et de grandes voix se sont levées pour dénoncer et contester donc ces relations. Je vais donner quelques exemples donc en la matière, mais avant cela, en plus donc de ces voix, bien sûr, on comprend qu'il y a aussi un contexte qui est favorable, d'accord, à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale, qui a renforcé, d'accord, ce tournement donc de l'Afrique à l'échelle internationale. Euh, dans un côté, on a ces mutations à l'échelle continentale, auxquelles on peut soulever cette nouvelle génération africaine, dynamique, qui est composée de la diaspora et qui est en déphasage avec les anciennes générations. On a aussi cette volonté des Africains aussi de tourner donc cette page de l'histoire auquel l'Afrique a souffert donc beaucoup. Et on a aussi donc cette élite africaine, bien sûr, qui réellement s'inscrit dans le cadre, dans une nouvelle dynamique. À l'échelle internationale, on a bien sûr donc ce contexte de la mondialisation qui a permis donc aux Africains, que ce soit État, individus, société civile, de connaître ce qui se passe dans le monde et de s'ouvrir sur les expériences étrangères et puis donc revendiquer et œuvrer pour instaurer, je veux dire, un changement positif à l'échelle euh, continentale. Donc, plus concrètement, cette dénonciation des États africains a porté sur les accords de coopération. Je donne le cas, à titre d'exemple, les accords de coopération entre la France et les États africains. Comme vous le savez, ce sont donc des accords qui sont asymétriques, donc déséquilibrés. Et bien sûr, une nouvelle vague a dû être
euh, une nouvelle vague a dû être mobilisée, bien sûr, pour s'opposer à ces rapports asymétriques. On ajoute encore la dénonciation du front CFA, comme vous le savez, l'accord donc, qui date de 1973 en la matière a été révisé le 10 décembre 2020. On ajoute aussi donc certaines manifestations en 2022 à titre d'exemple au Tchad par des compagnies françaises, par les Tchadiens contre les compagnies françaises Total, juste pour dire qu'on a d'ici là une montée en puissance, d'accord, des voix africaines qui ont revendiqué, bien sûr, donc un changement qui, pour eux, il devrait être porteur de vent positif pour l'Afrique. Donc, cette contestation donc, des rapports avec les puissances classiques, couplée à l'éruption des émergentes, devra constituer une opportunité donc, pour l'Afrique. Cela nous amène, bien sûr, à notre deuxième idée, à savoir l'éruption donc, de nouvelles puissances, d'accord, opportunités, ou nouvelles opportunités donc, pour l'Afrique. Donc, rapidement, avec l'éruption donc, de ces nouvelles puissances, je ne vous entends pas, oui. Oui, professeur Zekei, si vous voulez bien, on va clôturer dans 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. D'accord, on va clôturer, mais ce qui était programmé avec professeur Boucher, c'est 30 minutes. C'est ça pourquoi donc j'ai dû préparer mon papier pour 30 minutes. Mais rien de grave. Allez-y, OK, allez-y. c'est grave. Bon, en 2 mots, ce que j'ai présenté comme contexte euh, africain a dû nous permettre donc de saisir que l'Afrique a dû faire face à différents défis et entraves et que réellement l'Afrique s'est trouvée pendant plusieurs décennies donc démunie donc des moyens et d'instruments, mais maintenant devant un nouveau contexte que nous pouvons considérer comme un contexte particulier qui se caractérise par l'éruption de nouvelles puissances ou des puissances émergentes, l'Afrique dispose de plus d'atouts et plus d'opportunités et de chances, je veux dire, pour faire face à ces différents défis. Si je prends à titre d'exemple le cas donc de la Chine, le retour ou l'installation donc de la Chine dans plusieurs pays africains nous a permis de constater que l'Afrique a dû réaliser pendant quelques années ce que l'Occident peut compter Oui. sur l'Afrique et, et que l'Afrique n'a plus réellement donc de complexe. Et on se trouve devant plusieurs projets phares qui sont susceptibles donc de transformer donc l'Afrique. Je cite à titre d'exemple le gazoduc Nigeria-Maroc, démarré en 2016, donc sans entrer dans le détail. J'ajoute ce projet Afrique Atlantique aussi chapeauté par le Maroc, auquel j'ajoute donc 2 projets de grande envergure à l'échelle continentale. L'agenda 2063, qui constitue une feuille de route stratégique pour l'Afrique, l'Afrique que nous voulons, d'accord, et auquel donc le premier bilan décennal a été achevé en 2015, auquel j'ajoute donc l'ASDECAF, la zone de libre-échange continentale donc africaine. Donc sur ce, je m'arrête vu cette contrainte du temps. Je vous remercie, chers collègues, pour votre présence et pour votre coordination, je veux dire, de cette conférence. Merci beaucoup, professeur Zekari. Donc, nous venons d'assister à une conférence éclairante, aussi bien éclairante et stimulante. Merci, professeur Zekari, d'avoir partagé cette richesse.
Et on est très heureux, on était très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et donc, pour la contrainte du temps, donc on doit clôturer maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous.